Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Cette semaine, nous recevons Lisandro Bizzarri, bonjour. Bonjour. Président du groupe Juventud Imosa au sein de l'Assemblée Adia Juventud. Donc on va peut-être rappeler avant de passer à l'actualité, cette Assemblée Adia Juventud, à quoi elle sert, comment elle fonctionne? Alors l'Assemblée Adia Juventud, c'est un organe consultatif qui a été créé en 2017 par le président Talamogne, qui marche avec exactement le même principe que l'Assemblée de Corse, c'est-à-dire avec 63 membres répartis en plusieurs groupes politiques, où le travail est divisé en commissions, et on produit des rapports, des questions orales, on interroge le conseil exécutif, on participe aux travaux, donc on est sur le même fonctionnement que l'Assemblée de Corse. Alors bon, il y a eu plusieurs rapports, on va y revenir tout au long de cette semaine, plusieurs thématiques qui ont intéressé la jeunesse, mais justement, cette jeunesse, on l'a vu, elle a été sur le devant de la scène, on va dire, après l'assassinat d'Ivan Colonne. On l'a vu se mobiliser, se remobiliser, parce qu'on avait perdu l'habitude un petit peu de voir cette jeunesse dans la rue. Comment vous avez vécu, vous, tout ça ? C'était une période assez intense, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de mobilisation. On a tous été au sein de notre groupe. Dans notre groupe, il y a plusieurs personnalités, certains qui sont encartés, d'autres dans les syndicats étudiants, d'autres qui ne sont hors structure, et on s'est tous impliqués à des niveaux différents dans le cadre de ces mobilisations. Ça a été vraiment une période où on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, comment obtenir la justice et la vérité pour Ivan Colonne. Et on défend toujours ce triptyque qui a été défendu par le collectif de Corté, merci. C'est-à-dire la justice et la vérité, la reconnaissance du peuple corse et la libération des prisonniers politiques. Donc en tout cas sur le groupe on a été clair sur les revendications, et en tout cas on peut être fier du travail, puisque aujourd'hui si des négociations sont avec Darmanin, c'est aussi grâce à cette mobilisation, et en particulier de la jeunesse. Alors cette mobilisation, cette ouverture de négociation, aujourd'hui vous en pensez quoi, l'ouverture de ces négociations? Vous pensez que ça avance assez vite? Vous pensez que ça pourra aller assez loin? Sur Ivan Colonne par exemple, on n'a pas beaucoup de réponses aujourd'hui. C'est vrai qu'on manque de réponses, et les négociations, nos revendications sont toujours sur la table. La seule chose qu'on regrette aujourd'hui, c'est que pour l'instant, à part quand le ministre Darmanin est venu au palais de région, on a été invité, mais depuis, pas du tout. Alors que si aujourd'hui il y a des négociations qui s'ouvrent, c'est grâce à nous. On aimerait être beaucoup plus sollicités dans le cadre de ces négociations, parce que si aujourd'hui elles existent, c'est grâce à cette mobilisation. Qu'est-ce que vous mettriez sur la table? Il y a ces 3 revendications, mais plus concrètement, si vous allez à Paris, qu'est-ce que vous diriez à Gérald Darmanin? Si demain on est invité aux tables de négociation, nous ce qu'on demande, c'est une autonomie réelle, c'est-à-dire avec un pouvoir législatif et normatif. C'est-à-dire l'autonomie sur tout ce qui est hors régalien. Pouvoir faire ses propres lois. Pouvoir faire ses propres lois, ses propres règlements, pouvoir gérer son marché, avoir son système fiscal propre. C'est ça nos revendications. Elles sont très claires. Aujourd'hui, on voit avec les lignes rouges du gouvernement que c'est peut-être pas l'agenda politique du gouvernement en place. Donc on peut être au moins sceptique. Après, il y a des négociations, il faut y aller, il faut essayer de construire le dialogue. Mais pour l'instant, on peut être au moins sceptique. Merci beaucoup, merci Lisandro Bizzarri. Merci. On va vous retrouver tout à l'heure après le journal de la mi-journée aux alentours de 12h15. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Du lundi au vendredi sur Radio Alta Bregoanza, après les grands journaux de la rédaction de 7h30 et midi, retrouvez l'invité de la semaine avec votre rendez-vous Ousguardo. Notre invité répond à nos questions liées à l'actualité de la Corse, une interview sans concession du lundi au vendredi, le matin et à midi avec Marion Lanfranc. Du lundi au vendredi sur Radio Alta Bregoanza, après les grands journaux de la rédaction de 7h30 et midi, retrouvez l'invité de la semaine avec votre rendez-vous Ousguardo. Notre invité répond à nos questions liées à l'actualité de la Corse, une interview sans concession du lundi au vendredi, le matin et à midi avec Marion Lanfranc. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons notre invité Lisandro Bizzarri. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Juventud Imosa à l'Assemblée Adia Juventud. On parlait de cette mobilisation de la jeunesse. Vous aimeriez participer beaucoup plus aux discussions, puisque vous dites finalement, si ces discussions se sont ouvertes, c'est grâce à la mobilisation de cette jeunesse. On va revenir un petit peu en arrière. Quand au début des discussions, Gérald Darmanin a dit l'arrêt des violences, c'était un préalable. Comment vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu comme de l'hypocrisie, dans le sens où si
je l'ai vu comme une hypocrisie dans le sens où si le ministre Darmanin est venu en Corse, c'est à cause de ces violences, ou grâce, chacun jugera. C'est trop facile, ça fait depuis 2015 qu'il y a une majorité nationaliste au pouvoir, qui ont les mêmes revendications, ils ont été confirmés plusieurs fois dans plusieurs scrutins, et on arrive après la violence en disant qu'il faut arrêter la violence. Moi je trouve que c'est hypocrite, et d'ailleurs je l'avais dit à Gérald Darmanin que si aujourd'hui il y a une mobilisation aussi forte, c'est à cause des vexations qu'il y a eu à plusieurs reprises sous le gouvernement Macron. Alors, vous aimeriez participer, c'est ce que vous nous avez dit ce matin, à ces discussions. Est-ce que, au moins, vous participez à ces discussions en Corse ? Est-ce qu'il y a des réunions avec l'Assemblée de Corse, comme sur d'autres dossiers, par exemple ? Nous n'avons jamais été invités à aucune réunion de l'Assemblée de Corse pour parler de ces négociations avec Paris. Nous en avons parlé en session de l'Assemblée à Diadjoentou, mais c'est tout. Nous n'avons pas été associés aux discussions qui sont en cours et qui, il me semble, ont lieu cette semaine. Donc un pouvoir législatif, c'est ce que vous demandez, mais pourquoi faire ? C'est normal que ce soit le peuple corse qui ait le droit de faire ses lois en Corse. Notre île a des spécificités, tant au niveau de l'île, c'est une île montagne, avec avec des problèmes démographiques, topographiques, il y a avec énormément de particularités, et c'est normal qu'on puisse adapter ou créer nos propres lois sur notre territoire. Aujourd'hui, avec le centralisme jacobin qui existe à Paris, c'est pas possible. On a des énormes problèmes de précarité. On est la région la plus pauvre avec les prix immobiliers quasiment les plus forts de la métropole. C'est insupportable pour nous. Donc, on pense que le peuple corse existe, qu'il doit être reconnu, qu'il doit avoir sa langue. Et s'il a sa langue, il doit aussi avoir ses lois. Pour lutter justement contre tous ces phénomènes aujourd'hui, vous parliez de la spéculation immobilière, vous parliez de tout ça. Pour vous, c'est pas juste un dogme, parce que ce qu'on reproche certaines fois, c'est de dire finalement on veut un statut particulier, mais juste par dogme. Vous dites aujourd'hui c'est utile. Oui, je pense que ce sera utile le jour où nous serons autonomes et que nous aurons le droit de faire nos lois, mais c'est plus une question philosophique. Est-ce que le peuple corse est maître sur sa terre ? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Après, je pense qu'en adaptant ou en créant nos propres lois, on pourra beaucoup mieux répondre à toutes les problématiques qui agissent sur notre territoire et où il y a beaucoup de familles qui sont précaires, des étudiants qui sont en difficulté, la youth à la fac a énormément de travail de plus en plus chaque année, on a beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est aux Corses de proposer des solutions pour les Corses. Justement, on en parlera tout au long de cette semaine de ce dossier précarité parce qu'il est important. Quand vous dites reconnaissance du peuple corse, Gérald Darmanin a dit à propos de la langue, il ne pourra pas y avoir de catégorie de citoyens. Écoutez, on n'est pas d'accord. Après, c'est aux discussions de le faire changer d'avis. Mais en tout cas, c'est une des revendications du collectif de Corté. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait sa place dans la discussion. Mais c'est très compliqué d'aller discuter avec quelqu'un où, sur une des revendications principales, on a déjà une ligne rouge qui est tracée. C'est à nous de la faire évoluer. Pour vous, les lignes rouges, elles doivent... Pas de compromission sur ces sujets. Non, il faut discuter, mais la compromission, non. Merci beaucoup Lisandro Bizarre. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, nous recevons Lisandro Bizarre et durant toute cette semaine, bonjour. Bonjour. Président du groupe Juventus Imos à l'Assemblée à Juventus, on a évoqué hier très brièvement le problème de la précarité en Corse. Il est très très prégnant, la région la plus pauvre de France. La jeunesse qui est particulièrement touchée par cette précarité. Oui, c'est un problème qui va de pire en pire avec les années, c'est très compliqué avec l'inflation, la crise qu'on connaît en termes d'énergie. Ça pose beaucoup de questions sur bon nombre de familles en Corse et à nous de proposer des solutions. À l'Assemblée à Diadjoentou, on a d'ailleurs très récemment fait voter un rapport qui propose un chèque énergie de 70 € par mois pour les jeunes les plus précaires, pour qu'ils puissent, pour les jeunes les plus précaires qui sont dans des milieux isolés, en ruralité, pour qu'ils puissent payer un plein tout simplement et qu'ils puissent chercher du travail ou tout simplement aller au travail en attendant qu'ils sortent de cette précarité. Donc à l'Assemblée à Diadjoentou, on cherche des dispositifs pour justement aider à notre humble échelle tous ces gens qui sont en situation de précarité. Vous cherchez des dispositifs, comment ça se matérialise ensuite ? C'est peut-être des dossiers qui sont présentés à l'Assemblée de Corse, comment ça marche ? Bien, comme à l'Assemblée de Corse, le travail est réparti en commissions
Et la commission numéro 3, qui s'occupe du développement économique, des affaires européennes et des transports, en dernière session, a fait voter à l'unanimité un rapport sur un chèque énergie en proposant plusieurs modèles de mobilité, en essayant de réfléchir avec un rapport qui est chiffré, qui est estimé sur plusieurs années. Et après, le rapport est dans les mains du conseil exécutif. Donc après, ce n'est plus à nous de faire. Nous, on a fait notre travail, c'est-à-dire on a mis en valeur une problématique, on a proposé un dispositif dans le cadre des compétences actuelles de la collectivité de Corse, on l'a chiffré, maintenant il faut qu'il y ait la volonté politique du conseil exécutif pour appliquer ces projets. Alors justement, cette précarité de la jeunesse, vous la vivez de l'intérieur, vous la vivez au quotidien. C'est vrai qu'on a des chiffres qui sont quand même alarmants, notamment sur la situation des étudiants, mais également des jeunes précaires. Vous la vivez au quotidien. Aujourd'hui, la vie d'un jeune en Corse, c'est quoi ? C'est assez compliqué dans le sens où, je l'ai dit l'autre jour, l'association Aiuto Studenti nous travaille de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont en demande. D'ailleurs, je salue l'initiative du Crous qui a mis les repas gratuits pour tous les étudiants. C'est une très bonne chose. Mais c'est sûr qu'on voit beaucoup de jeunes qui se privent, qui font attention à leur essence, à leur consommation, etc. Donc c'est assez compliqué. Et puis même sur le marché du travail, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont formés, qui ne vont pas dans des travails qui correspondent à leur niveau de formation. Donc on est vraiment sur une situation de précarité et de questionnement. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste ? Comment je peux faire pour travailler chez moi dans le domaine qui m'intéresse ? C'est vraiment assez compliqué. C'est sûr que ça ne changera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, on essaye, nous, de proposer des choses pour que ça aille dans le bon sens. C'est le rôle du politique de proposer une solution globale, justement, pour cet accès à l'emploi, par exemple, avec peut-être des formations qui sont en adéquation avec les besoins. Exactement. Le rôle du politique, c'est de proposer, porter des projets et pour essayer de changer la vie des gens. Je vais encore parler du rapport qu'on a voté. Le rapport, c'est pas grand-chose, c'est 70 € par mois. Ça ne va pas changer la vie des gens, mais c'est applicable demain si le conseil exécutif le décide. Pourquoi vous êtes tombé sur cette somme, par exemple ? Vous avez fait des études, vous avez vu que ce qui manquait peut-être c'était ça. Comment s'est passé ce travail ? Ça a été un travail, moi je ne pourrais pas trop en parler parce qu'il faudrait interroger le président de la commission, Cyril Pérez, mais ils sont tombés d'accord sur cette valeur qui est à peu près un plein pour il me semble que ça c'est un plein pour une voiture citadine. Je pense que c'est quelque chose de raisonnable, on ne va pas non plus payer des pleins à 150 € pour des voitures qui polluent beaucoup, donc il y avait tout un volet sur quelque chose de raisonnable, et il y avait aussi un deuxième volet sur les mobilités propres, sur l'achat de véhicules électriques, sur la mise en place de véhicules trottinettes électriques, vélos électriques dans des agglomérations pour justement se passer un peu plus de la voiture. Merci beaucoup Lisandro Bizzarri, merci et à tout à l'heure. On se retrouve après le grand journal de la mi-journée. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous retrouvons Lisandro Bizzarri, bonjour. Bonjour. Notre invité cette semaine, président du groupe Juventud Imosa, au sein de l'Assemblée Adia Juventud, on parlait de cette précarité de la jeunesse, vous évoquiez ces repas qui sont proposés par le Crous à 0 €, c'est une expérimentation au niveau national je crois, il n'y a aucun autre Crous qui ne propose pas à tous les étudiants, y compris non boursiers. Il me semble, voilà, je n'ai pas la réponse dessus. Donc ça reste à confirmer, mais en tout cas c'est une donnée importante. Vous estimez que le Crous, là... Mais bien sûr, avec une précarité de plus en plus croissante, voire des étudiants qui ne vont pas réfléchir entre payer l'essence ou manger quelque chose d'équilibré, c'est sûr que c'est une bonne initiative que je salue. Je ne sais pas si elle est unique en France, il me semble, mais autant j'espère d'ailleurs que d'autres Crous ailleurs en France prendront le même chemin, parce que c'est un problème qui ne touche pas uniquement que la Corse. Après il y a d'autres problèmes sur l'accès au logement à Corté, c'est très compliqué, vous le savez tous. Donc il y a plein de problèmes encore à résoudre sur ce niveau-là, mais en tout cas le Crous a pris une bonne décision. Sur les dispositifs qui sont proposés cette fois-ci par l'Assemblée de Corse, pour les étudiants par exemple, il y a eu ce Patto Juventud, est-ce que vous avez participé à ces discussions et quelle analyse vous portez là-dessus ? Oui, on a été intégré à la réalisation, à la mise en place et à la réflexion concernant le Patto Juventud, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, il y a plein de projets qui sortent, je ne pourrais pas tous les énumérer.
ici. D'ailleurs, il y a un appel à projet qui est lancé sur des projets à hauteur de, il me semble, de 20 000 €. Et ce sont les conseillers de l'Assemblée di Aggiumento qui vont décider quel projet sera concrétisé ou non avec d'autres élus de l'Assemblée de Corse. Mais il me semble que nous sommes majoritaires dans cet organe de décision. Donc c'est bien que le conseil exécutif laisse la voix de la jeunesse sur des projets portés par la jeunesse. Vous évoquiez aussi ce matin les mobilités douces. Les vélos électriques, c'est important que vous vous mobilisiez aussi pour cette transition écologique. C'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, surtout avec les phénomènes climatiques. Là-dessus aussi, il faut mener une réflexion et peut-être apporter des idées novatrices. Bien sûr, le dérèglement climatique nous touche tous, nous a particulièrement touché au mois d'août. C'est sûr qu'une île de 300 000 habitants ne va pas changer grand-chose, mais il faut que chacun fasse un effort. Aussi, en ce qui concerne les embouteillages dans les grandes agglomérations, on peut faire quelque chose et essayer d'avoir des transports un peu plus doux, valoriser les transports en commun, si possible avec le moins de bilan carbone possible. C'est intéressant, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Après, il ne faut pas non plus oublier les gens qui habitent dans les villages, qui sont dépendants à la voiture, et eux, il ne faut pas les oublier. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. En tout cas, pour les accès aux grandes agglomérations, pour les accès au commerce, pour les accès au centre-ville, il faut bien sûr valoriser les transports en commun. Déjà, ça fluidifierait le trafic, et surtout, écologiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Ce transport en commun, aujourd'hui, il n'est pas très bien organisé sur les grandes agglomérations. Il faut aller justement dans les communautés de communes, auprès des communes aussi, opérer des sensibilisations, faire en sorte que ça change. Oui, bien sûr. Il faut essayer mais c'est encore ce qu'on disait l'autre jour, c'est le rôle du politique, c'est-à-dire proposer des projets pour changer la vie des Corses. Proposer des transports en commun plus efficaces, ça arrangerait beaucoup de monde. Il y aurait beaucoup moins de dépendance à la voiture individuelle, beaucoup moins de dépendance à l'essence avec le prix que ça a en ce moment et les polémiques qui existent actuellement. Donc je pense qu'il faut tendre vers ce modèle-là. Le téléporté d'Ajaccio, vous en pensez quoi ? C'est très rigolo. C'est rigolo. Très rigolo. Si vous voulez, il relie deux endroits d'Ajaccio où on ne comprend pas trop pourquoi. Moi, je suis pour le téléporté en soi. C'est un moyen de transport alternatif qui existe dans bon nombre de grandes métropoles européennes. Après, le tracé tel qu'il est conçu par la mairie d'Ajaccio, je ne le comprends pas en tant qu'Ajaccien. Mais on verra. Je ne sais pas comment il pourrait être rentable. On nous promet qu'il sera rentable avec plus de 20 000 ou 30 000 personnes par jour. Je ne vois pas comment c'est possible. Après, laissons sortir ce projet de terre et puis on verra sur pièce. Merci beaucoup Lisandro Bizzarri. On se retrouve demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Lisandro Bizzarri qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Gioventù Imos à l'Assemblée di Aggiumento. Quel est le rapport qui vous a le plus marqué, sur lequel vous avez travaillé ou que vous avez porté, ou en tout cas que vous avez vu passer à l'Assemblée di Aggiumento ? Il y a un rapport que j'ai porté personnellement sur la précédente mandature qui était un rapport appelé Fatugui, qui proposait la mise en place d'une marque de certification collective, c'est-à-dire un label pour identifier les produits qui sont fabriqués en Corse et dont les matières premières sont également issues de la production corse, pour éviter les polémiques qu'on a déjà eues, c'est-à-dire du saucisson où il y a juste l'étiquette qui est posée en Corse et il y a marqué produit corse. Il y a plein de gens qui se font de l'argent dessus, c'est pas normal, il faut essayer de valoriser. Après, c'est pas pour interdire ces gens qui font ce type de produit, c'est pas l'idée, mais l'idée c'est de mettre en valeur ceux qui jouent le mieux le jeu. C'est inspiré de la marque Produit en Bretagne qui prend ce principe-là, c'est-à-dire quand il y a marqué un logo Produit en Bretagne, eh bien ça veut dire que les matières premières et la transformation ont lieu en Bretagne. Donc c'est une idée de valoriser ça, et je pense que, comme on parlait tout à l'heure, dans un monde avec les dérèglements climatiques, essayer de trouver des productions qui consomment de plus local, avec le moins de transport possible, c'est dans ce sens-là où il faut aller. Il faut éviter aussi la concurrence déloyale, parce qu'on a vu une différence de prix entre un producteur qui produit vraiment chez lui et puis des matières premières importées qui sont ensuite peut-être transformées en Corse dans le meilleur des cas. C'est très compliqué de répondre à ça parce qu'on est soumis à des règlements européens qui sont très difficilement modifiables. Comment on peut faire pour réguler ça ?
le dispositif qui a été proposé, qui est applicable aussi, comme la majorité des rapports de l'Assemblée Adiadjuento, on essaye de réfléchir à quelles sont les compétences actuelles de la collectivité et qu'est-ce qu'on peut en faire. L'avantage de cette marque de certification collective, c'est que c'est applicable demain et que n'importe quel Corse pourra faire la différence, si les producteurs acceptent évidemment de rejoindre cette démarche. N'importe quel consommateur pourra faire la différence entre un produit qui est produit ici de A à Z et un autre qui ne l'est pas. Donc ce sera au consommateur de faire le choix. En termes de concurrence, c'est très compliqué pour nous, à notre échelle, de pouvoir influencer dessus. Ce dossier, il en est où aujourd'hui ? Finalement, il est dans les mains peut-être des producteurs qui... Ce dossier a été voté, il me semble, en 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement quand. Et il a été transmis à l'ADEC. À l'époque, c'était M. Lionel Mortini qui était à l'ODARC. On a eu une réunion dessus, il nous a expliqué que c'était très compliqué en termes de technicité, et je peux le comprendre parce qu'il faut faire un cahier des charges par produit pour essayer d'arriver au label, ça demande un travail conséquent. Aujourd'hui, on a interrogé le conseil exécutif avec une question orale sur où en était ce dossier. On n'a pas eu vraiment de réponse franche, donc on ne sait pas, mais comme toutes les propositions de l'Assemblée Adiadjuento, le but c'est de reverser au débat public, de proposer des idées, et après ce sont à l'Assemblée de Corse, c'est eux qui ont les clés en main pour appliquer ou non un projet. Moi j'aimerais un jour qu'une de nos idées un jour soit réellement appliquée, ce n'est pas le cas, mais en tout cas j'en appelle de mes voeux, s'il y a des conseils exécutifs qui m'entendent aujourd'hui, appliquez nos rapports s'il vous plaît. Et puis en tout cas ça permet d'opérer une sensibilisation auprès du consommateur, peut-être aller mieux regarder l'étiquette. Bien sûr. De toute façon, comme je vous ai dit, on ne peut pas trop influencer sur les lois du marché à l'échelle de l'Assemblée de Corse telle qu'elle est conçue. Si demain on est autonome et qu'on a nos propres lois, etc., on pourra réfléchir différemment. Mais aujourd'hui, c'est un des seuls dispositifs, en tout cas auquel on a pensé, qui permettrait de faire la différence. Donc je pense que c'est après à chaque consommateur de faire le choix. Après, évidemment, il y a les problèmes de précarité dont on a parlé l'autre jour. Certains consommateurs n'ont pas forcément le choix, et on les comprend, mais au moins qu'ils fassent leurs achats en toute connaissance de cause. Merci beaucoup, Lisandro Bizzarri. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour, nous retrouvons Lisandro Bizzarri, notre invité. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Juventus Imos à l'Assemblée Adiadjuento. Ce groupe, justement, vous nous avez dit, il est pluriel, en fait, avec différentes personnalités. Mais quel est son ADN, en fait ? Est-ce qu'il a un ADN plus social, plus économique, plus... Mais nous avons plusieurs structures qui sont dans notre groupe, c'est-à-dire nous avons 2 syndicats étudiants qui sont la Juventus Indipendentiste et la Consulta Adiadjuento Corse. Nous avons des gens qui sont encartés dans les partis politiques, d'autres non. Il y a des gens qui sont dans les syndicats professionnels, d'autres non. Donc on a vraiment des structures, des gens qui sont hors structure. C'est assez intéressant de voir tous ces gens travailler ensemble. Après, c'est sûr que notre ADN commun, c'est déjà la triptyque du mouvement nationaliste, la reconnaissance du peuple, du territoire, de la langue, etc. Et aussi, évidemment, nous nous battons contre la précarité, et donc on va dire une fibre sociale qui a toujours repris le mouvement national. Donc vous présentez des rapports allant dans ce sens-là. À quel rythme vous sont présentés les rapports ? Qui fait le choix ? Comment ça marche au sein du groupe ? Alors, au sein du groupe, disons que chacun est libre de porter des projets au groupe ou en commission avec les autres groupes qui existent. Aujourd'hui, il y a plusieurs rapports qui sont en travaux. Il y en a un sur la langue corse au collège, comment on pourrait améliorer l'enseignement. Il y en a d'autres sur les mobilités européennes, comment on peut faire pour que les jeunes en situation de précarité puissent quand même voyager et accéder à la culture européenne malgré des revenus faibles. On a aussi des rapports qui sont en cours sur les violences faites aux femmes, des choses comme ça. Donc on a beaucoup de thématiques, toutes les problématiques en fait que touchent les Corses sont ressenties par la jeunesse, et donc on propose à chaque fois sur chaque thématique des solutions. Après, chaque conseiller, selon sa fibre, son envie et l'appartenance à telle ou telle commission thématique, porte des projets, et après on travaille tous ensemble et avec les autres groupes
parce qu'on a tous, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quel conseiller, qu'il soit de gauche, de droite ou nationaliste, on a tous cette envie de proposer et d'améliorer la vie des Corses. Sur ce thème de la précarité, pour y revenir, parce qu'il est important, on a vu, donc il y a la fameuse loi précarité, à l'Assemblée nationale, il y a un rapport qui était parti de Corse pour demander des adaptations, un rapport voté par le CESEC, par l'Assemblée Adjuntu aussi, me semble-t-il, ou pas, mais en tout cas par le CESEC, c'est sûr, et puis finalement, toutes ces revendications spécifiques à la Corse qui, à Paris, ont été balayées d'un revers de manche. C'est dommage parce qu'on est en période de négociation et il n'y a aucun amendement, aucune proposition qui a été reprise. Donc, est-ce que le gouvernement est sincère dans sa démarche de reconnaissance, au moins de spécificité ? On ne va même pas dire de peuple corse, au moins de spécificité, c'est assez compliqué. Après, avec cette majorité relative qu'a la majorité présidentielle, est-ce qu'ils ont vraiment les coups des franges pour pouvoir faire comme ils veulent ? C'est assez compliqué, donc à voir. À voir, donc à suivre. À suivre. Merci beaucoup Lisandro Bizzarri. On se retrouve demain pour un nouveau thème. À demain. Bonjour et bienvenue, c'est Lisandro Bizzarri, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Juventud IMOS à l'Assemblée Adjuntu. Il y a un sujet qui intéresse les jeunes, mais pas que, j'ai envie de dire. C'est la thématique de la santé. Aujourd'hui, avec la santé qui est ce qu'elle est en Corse, certaines demandes de CHU qui sont réalisées, il y a des études de santé qui pourraient se prolonger aussi à Corté, puis un retour des jeunes étudiants aujourd'hui. Est-ce que vous êtes penché sur la question ? On a souvent débattu de ce problème à l'Assemblée Adjuntu et je pense qu'il me semble d'ailleurs qu'il y a plusieurs motions qui ont été adoptées en faveur de la création d'un CHU. Évidemment que c'est extrêmement important d'avoir un CHU, déjà en termes de moyens. On augmenterait considérablement les moyens des centres hospitaliers de Corse, en termes de formation, parce que c'est très important d'avoir des jeunes qui sont formés sur le territoire, qui connaissent ces dispositifs. Moi, je trouve ça toujours terrible quand je vois des familles partir le matin à Paris, à Marseille, prendre l'avion pour se faire soigner ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ici, il n'y a pas les compétences, il n'y a pas les installations pour. C'est quand même un grave problème d'équité qui existe en France sur ça. Donc c'est un vrai problème aussi. On a un problème de déserts médicaux, c'est assez compliqué. On manque de médecins, on manque d'infirmiers, on manque de kinés, on manque de tout. Donc est-ce que le CHU est la réponse ? Je pense que c'est une partie de la réponse, ce n'est pas la seule. Et il faut évidemment encourager le maximum de gens, de soignants à venir s'installer en Corse et si possible qu'ils soient formés chez nous. Évidemment, déjà il y a la première année de médecine qui existe. Il me semble qu'une bonne majorité des étudiants de médecine de Corté reviennent. Est-ce que c'est assez ? Je ne pense pas, malheureusement. Peut-être faudrait-il des aides. C'est une réflexion qui avait été menée à l'époque, y compris par l'Assemblée de Corse senior, on va dire, justement pour aider ces jeunes à revenir en Corse une fois qu'ils ont fait leurs études de médecine, de kiné, de paramédical. C'est très compliqué parce que des déserts médicaux, il y en a partout en France et que chaque région essaye, ou chaque même département ailleurs, essaye de mettre en place des aides pour favoriser, pour attirer les soignants qui sortent des études. Donc on a affaire à une concurrence qui est non négligeable. La santé, elle a changé avec la télémédecine, des choses comme ça. C'est assez compliqué, il faut former les soignants qui sont déjà sur le territoire et essayer évidemment, trouver des aides. Moi je pense que la seule possibilité, ou l'une des possibilités le plus à creuser, c'est de former des soignants ici pour les laisser ici. Globalement, les gens, quand ils sont affectés après leur internat, ils restent sur leur territoire. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué d'être sur un milieu qui malheureusement est libéralisé, où il y a énormément de concurrence entre les territoires, les salaires, etc., de trouver une solution adéquate. Je pense qu'il faut former, c'est pour ça que le CHU, à mon sens, est indispensable. Mais c'est quand même inquiétant finalement que des jeunes qui partent d'ici pour faire des études de médecine, qui vont les faire à l'extérieur, n'aient pas l'envie, le souci, la conscience finalement de revenir chez eux. Chacun est libre de faire comme il veut. On ne va pas imposer les gens, les tirer avec une chaîne pour leur dire maintenant tu reviens. On ne peut pas faire ça. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne manière de procéder. Ça veut dire que la Corse n'attire pas ? Je ne sais pas.
Pour moi, oui, et je pense que tous ceux qui partagent nos idées reviennent en immense majorité. Je ne suis pas du tout inquiet pour ça. Maintenant, comment faire pour convaincre les autres? Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on a un tel déficit qu'il faut aussi penser à attirer des soignants qui viennent d'ailleurs. Donc, on est un peu dans cette double problématique. Une problématique actuelle d'urgence et une problématique à moyen terme sur la formation. Merci beaucoup, Lisandro Bizzarri. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons Lisandro Bizzarri. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Juventus IMOS à l'Assemblée ADIA Juventus. On parlait justement de cette thématique de la santé ce matin, de l'accès aux soins aussi pour les jeunes. Ça rejoint forcément le thème de la précarité. Il y a beaucoup de renoncement aux soins. On en discutait notamment avec le docteur François Pernin. Il y a beaucoup de renoncement aux soins dans les familles. On suppose qu'il y a beaucoup de renoncement aux soins chez les jeunes. Est-ce que c'est un constat que vous avez pu dresser? C'est un constat qui existe, mais qui n'existe pas seulement chez les jeunes. On a des problèmes en ce qui concerne la spécialité. Il faut plusieurs mois pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste. C'est un problème. L'accès aux soins, il faut... Et d'ailleurs, je remercie le travail du CROUS et de l'université qui font beaucoup d'efforts sur la prévention et des choses comme ça, qui essayent d'aider les jeunes et de les aiguiller au mieux. Après, comme on avait dit tout à l'heure, on a un déficit de médecins, ce qui fait qu'on a un problème au niveau des rendez-vous. On a des gens qui savent que, par exemple, s'ils doivent voir un dermato, déjà il faut en trouver un. Et puis quand on le trouve, il faut attendre 6 mois, 9 mois. C'est sûr que c'est décourageant pour bon nombre de jeunes, mais pas que des jeunes, pour n'importe qui. Et puis, il y a le problème financier aussi. Vous parliez ce matin de la libéralisation d'une partie de la médecine aussi. Il faut des moyens. Bien sûr qu'il faut des moyens, de la patience. Des fois, c'est pas compliqué de discuter avec l'administration de la sécurité sociale, etc. Donc, c'est assez compliqué pour chacun. Après, il faut, et je profite qu'on m'écoute aujourd'hui, il faut que tout le monde se fasse soigner au plus tôt possible parce que ça évite des complications, ça évite des maladies graves. Donc, allez voir vos médecins généralistes. Quand vous avez un souci, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, j'encourage tout le monde à au moins consulter un soignant, à la prévention. Et encore une fois, je souligne les travaux de l'Università et même de l'Académie de Corse. L'université qui a mis en place d'ailleurs des consultations avancées en gynécologie, qui a élargi tout ça. On a vu aussi des consultations avec des psychologues à l'époque du Covid. C'était important justement d'avoir cet accompagnement-là parce que la jeunesse, elle a été touchée de plein fouet par cette pandémie. La pandémie a été un moment très compliqué pour tout le monde, surtout pour les jeunes qui arrivaient à l'Università. Ces jeunes qui, à un moment où ils devaient se faire des amis, rencontrer les gens de la promo, essayer de lier des liens avec leurs collègues, mais leurs camarades, et même avec l'équipe enseignante, on a été privés de ça. Donc il a fallu répondre à ça, et l'Università a fait un travail considérable pour essayer justement de faire du suivi. C'est très compliqué pour des étudiants d'être enfermés dans des studios du Crous qui font entre 14 et 16 mètres carrés, seuls, sans avoir le droit de sortir. Ça a été très compliqué. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés dans leur famille, tous n'avaient pas cette possibilité. Donc effectivement, le suivi psychologique et médical de ces étudiants a été effectué par l'Università, et c'était un travail considérable et extrêmement important. Pour reprendre les propos d'un pédopsychiatre que l'on recevait justement pendant cette pandémie, il dit finalement les conséquences, on risque de les voir après. C'est pour ça qu'il faut anticiper, et on rejoint la prévention, même si c'est dans un autre domaine. Oui, bien sûr, c'est une période qui était tout à fait inédite à l'échelle de l'humanité, tout simplement, parce que qu'on soit ici ou en France ou ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde, on était tous enfermés chez soi. C'était un moment d'une altérité assez incroyable. Les conséquences, ce sont les scientifiques et les historiens qui les tireront dans des années. Maintenant, le monde tel qu'il est, on ne peut pas le changer. En tout cas, si, mais il faut essayer de trouver des projets et des moyens pour le faire. Les conséquences, c'est très compliqué de juger aujourd'hui des conséquences, mais je pense pas forcément aux étudiants, mais aussi aux élèves qui étaient à l'école primaire à ce moment-là où les fondamentaux s'acquièrent. Qu'est-ce qui va en rester au collège, etc. Donc, ça a été beaucoup de problématiques pour les enseignants, pour tout le monde, même pour les gens dans leur travail. Donc, les conséquences, on verra, mais c'est sûr que la prévention et l'accès à la santé
est extrêmement important, surtout dans cette situation-là. Merci beaucoup Lisandro Bizzarri, à demain. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Lisandro Bizzarri est notre invité, bonjour. Bonjour. On rappelle, vous êtes le président du groupe Juventud Imos à l'Assemblée Adia Juventud. On va parler éducation en cette période de rentrée. Vous êtes donc pédagogue dans le civil, on va dire. Je suis enseignant en mathématiques. Enseignant en mathématiques. Alors justement, sur ces mathématiques, comment on fait aimer les maths ? C'est une très bonne question. Comment on fait aimer les maths ? Moi, j'essaye de transmettre la passion que j'ai de cette discipline à mes élèves. Après, il y en a qui sont plus ou moins réticents et c'est normal. Il y a quand même, moi, c'est quelque chose qui me choque, quelque chose d'ancré chez les parents, certains parents qui admettent que on peut être mauvais en maths. Alors que moi, je suis enseignant en collège, il n'y a aucune notion qui soit à la portée de génie. Au contraire, on a des notions qui sont assez simples, de logique, du développement de la logique, de la pensée critique, c'est ça aussi, les mathématiques, c'est une science à part entière. Et je dis, n'importe qui peut être bon en mathématiques au collège. Après, c'est sûr que quand on arrive au lycée sur des spécialités, on arrive sur des domaines un peu plus abstraits, je peux comprendre que certains élèves décrochent, mais au moins au collège, on peut tous arriver à avoir des résultats décents. Alors peut-être montrer l'application concrète des mathématiques, parce que c'est vrai que c'est pas juste des données sur une feuille, des mathématiques, il y en a partout. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs l'enseignement en mathématiques en collège tend vers ça, essayer le plus possible de rapporter les notions à quelque chose de concret. On le voit dans n'importe quel exercice, donc c'est aussi l'idée de montrer qu'il y a partout. On essaye de faire des applications selon plein de métiers, on essaie de savoir quels sont les projets professionnels des élèves et essayer des fois de proposer des exercices qui vont dans ce sens-là. Après, c'est compliqué dans des effectifs à 27 élèves de faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas, on essaye de montrer l'importance des maths dans la vie démocratique, sur juste comment on fait pour savoir qui vote, comment marchent des sondages, comment marchent des statistiques, comment on calcule un pourcentage, comment on calcule une TVA, comment on calcule des choses qui sont très concrètes et c'est extrêmement important que les élèves soient formés à ça. Et le collège, c'est ni plus ni moins ça, c'est la formation de citoyens. C'est-à-dire c'est la dernière étape de la vie où il n'y a pas de tri entre guillemets professionnel, puisqu'à partir de la seconde on peut aller en lycée professionnel, on peut aller en CFA, on peut aller en CAP, on peut faire beaucoup de choses, on peut rester en lycée sur une voie générale, mais c'est le collège, c'est le dernier moment où tous les élèves, où toute une génération reste ensemble, et donc on se doit tous, dans n'importe quelle matière, former des citoyens. Alors vous disiez tout à l'heure, certains parents pensent qu'on peut être mauvais en mathématiques. C'est un paradoxe, parce que d'un côté, on peut penser ça, et puis de l'autre, on a l'impression que les parents veulent à tout prix orienter leurs enfants après sur le lycée vers des filières dites d'élite, bien que toutes les filières soient équivalentes, à mon avis en tout cas. Je suis entièrement d'accord. Vers des filières scientifiques. Après, il y a beaucoup de parcours différents. L'an dernier, au collège de Propia, moi je me souviens d'un élève qui était un élève très brillant, en mathématiques très fort, qui avait envie d'aller faire un CAP plomberie. Il est parti en CAP plomberie et il a raison. Il faut une réponse adaptée à chaque élève. C'est sûr que les voies scientifiques sont souvent privilégiées, mais il faut quand même qu'on soit tous en accord avec les volontés des élèves. Vous avez parlé de passion des mathématiques, c'était une vraie passion pour vous ? Oui, c'est sûr que c'est passionnant. Après, c'est compliqué d'enseigner quelque chose si on n'est pas passionné par le domaine. J'ai été aussi éducateur de foot à Bocconian. Si on n'est pas passionné, c'est compliqué de transmettre une matière. Et surtout, les mathématiques, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est partout, où on peut en voir partout. Et c'est quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire quand je vois quelque chose, essayer de le décrypter, essayer de voir où sont les maths derrière chaque chose. Et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aux élèves. Merci beaucoup, Lisandro Bizzarri. Merci, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Lisandro Bizzarri est notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour. Président du groupe Juventud Imos à l'Assemblée Adia Juventud, on parlait justement de ce monde éducatif en cette période de rentrée, on parlait des mathématiques que vous enseignez en collège. Vous avez dit finalement le collège c'est une cité un peu où tous les enfants peuvent encore s'exprimer et peuvent encore faire preuve de libre choix.
C'est ça, c'est la dernière étape de la vie où toute une génération est réunie au sein du même établissement. Donc c'est important et je sais que tous mes collègues sont impliqués à ça, de former des citoyens, c'est-à-dire leur expliquer les fondamentaux pour vivre en société, lire, écrire, compter, de la culture générale en histoire, en SVT, en sciences, en physique, chimie, en art, en musique, etc. Mais voilà, je vais pas employer des phrases dithyrambiques, mais c'est un peu le ciment, quelque chose où on est tous ensemble et toute une génération, peu importe les milieux sociaux, sont réunis. Donc c'est très important de travailler en ce sens-là. Vous avez dit les mathématiques, donc ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, et puis vous avez dit c'est un peu le fondement de la démocratie aussi. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à voir les choses comme ça. Mais bien sûr, de toute façon, les voix on les compte. Les budgets, c'est ce qui régit la plupart des décisions politiques à n'importe quel niveau. Les statistiques, les sondages, les chiffres, les données, les études. La plupart des décisions politiques sont prises grâce à des outils objectifs et la science et les mathématiques et la science la plus objective qui soit. Après, évidemment, on peut tous avoir des orientations politiques, des envies dans quel sens on veut aller pour notre société. Et ça, c'est au rôle du politique de choisir telle ou telle décision. Et c'est important de faire des choix. Mais à la base, il faut une interprétation de chiffres. On ne peut pas faire des décisions au doigt mouillé. Alors, bien sûr, pour le nombre de votes, ça on n'en parle pas. Mais sur les sondages, finalement, on entend, c'est un lieu commun. Finalement, les chiffres des sondages, on peut leur faire dire n'importe quoi. Mais c'est vrai. C'est vrai que alors les sondages, c'est une science encore particulière parce que il y a aussi un côté très science sociale. C'est-à-dire comment on évite d'influencer une personne interrogée, comment on fait pour formuler la question la plus neutre possible alors que ce n'est pas possible, on le sait très bien, comment on fait pour contrôler si on a un groupe témoin ou pas de groupe témoin, comment on fait pour avoir une donnée vérifiée. Donc c'est sûr que les sondages, on peut leur faire dire n'importe quoi, mais avec un peu de sérieux, on peut quand même tirer des choses qui sont assez intéressantes. Et évidemment, il faut qu'on soit tous capables de lire un sondage et de comprendre les biais qui existent dans n'importe quel sondage. Et c'est normal parce qu'un sondage est forcément biaisé. Après, est-ce qu'il est plus ou moins, comment, dans quel sens ? Ça, c'est des choses à apprendre à lire et c'est pas évident parce que dans une société où on est inondé de nombres, de chiffres, d'informations, c'est très compliqué de prendre du recul des fois et de simplement lire l'intégralité d'un sondage. Un chiffre clé qui est balancé comme ça sur un réseau social, sur un média, ça peut être destructeur aussi. Bien sûr, ça peut être, on peut se faire des avis, peut-être que sur un chiffre qui peut paraître incroyable, peut-être que l'échantillonnage est mauvais, peut-être que la question est mal posée, donc c'est important que chaque citoyen puisse avoir du recul, et vérifier ses sources bien évidemment, etc. Merci beaucoup Lisandro Bizzarri d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Donc il y a du travail qui vous attend du côté de l'Assemblée ADUANTU. Bien sûr, 3-4 rapports qui sont dans les tuyaux, qui couvrent plusieurs thématiques, que ce soit les voyages européens pour des personnes en situation de précarité, des dossiers concernant les violences faites aux femmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider avec les compétences actuelles de la collectivité, et aussi des rapports sur l'éducation en langue corse au collège. Merci et Merci à très beaucoup. bientôt. À bientôt.